Salut à tous, c'est Léon. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre d'un autre genre, Utopia 21, de Émeric Caron, qui est une personne qui a déjà vécu plusieurs vies, si je puis dire. Journaliste, polémiste, chroniqueur dans une émission de télévision, et aujourd'hui porte-parole, alors à la fois d'une cause, mais également d'un mouvement politique, nommé le Rêve. Rassemblement des écologistes pour le vivant. Mais donc aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est ce livre Utopia 21. Alors un livre qui est sorti en novembre 2017 je crois, octobre 2017, voilà. Donc plutôt récent, hein. On est encore dans la vague, si je puis dire. Alors comment j'ai découvert ce livre ? Ça reste un peu flou pour moi. Je dirais que... alors tout d'abord j'ai le souvenir de Émeric Caron lorsqu'il était chroniqueur dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, On n'est pas couché. Donc déjà j'ai connu cette personne à cet endroit-là. Son objectif n'était pas non plus de dérouler sa pensée, ses opinions. Donc à ce moment-là, c'était... un polémiste, un chroniqueur un peu accrocheur, mais sans plus. Et ensuite, je crois qu'il est revenu en tant qu'invité dans l'émission pour présenter son livre. Et là, du coup, j'en ai entendu des passages et j'en ai entendu parler dans pas mal d'émissions. Et c'est un bouquin qui m'a interpellé. Je me suis dit vraiment... Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas forcément un gros lecteur. Mais là, je me suis dit, celui-là, il me le faut, il faut que je le lise. Il a vraiment l'air génial. En tout cas, les passages que j'ai pu entendre, que vous pourrez certainement voir aussi si vous faites des recherches. Les passages que j'ai pu entendre à l'époque m'ont vraiment donné envie de lire ce livre qui est un peu tourné vers le futur. C'est une vision du futur, finalement. Je pense. Voilà. Alors, si je devais faire un résumé du livre, alors tout d'abord je vais vous lire le résumé qui est assez court pour le coup, mais plutôt explicite et qui envoie déjà dans l'ambiance. Ça tient en 4 lignes. Ceci n'est pas un livre. C'est un voyage au centre d'une terre nouvelle. Ce sont des pas sur une route à inventer. C'est un rêve pour affronter la réalité. Donc c'est philosophique, c'est original, tout ce qu'on veut. Et comme le disait Yann Moix dans l'émission, c'est écrit « Ceci n'est pas un livre, pourtant je l'ai lu ». Alors si moi je devais en faire un résumé, qu'est-ce que je dirais ? Alors c'est un livre qui est en plusieurs parties. Et contrairement à ce que certains chroniqueurs ont pu laisser entendre, le livre n'est pas composé que de la première partie. Après, il y a des chances que les chroniqueurs ne l'aient pas forcément lu en entier, puisque c'est quand même un livre qui fait 515 pages. Ça peut faire peur, mais c'est tellement agréable à lire que ça passe tout seul. En tout cas, pour moi, c'est passé tout seul, et vraiment sans problème. C'est un plaisir, et j'y reviendrai. Donc, sur 90% du livre, ça fait vraiment plaisir de lire ce qu'il a écrit. Voilà. Donc en fait, je vous l'ai dit, un livre qui est sorti en 2017. Est-ce que c'est un livre politique ou non ? Bah à la base non. Et puis finalement on se demande si c'est pas un livre politique. Puisque Émeric Caron, à la base, il défend ses idées. C'est surtout un défenseur des animaux. Mais des animaux non humains, en tout cas, si je devais reprendre à la fois ce qui est sa vision des choses, mais en même temps les travaux scientifiques des éthologues. Alors, ce livre donc est en 3 parties, je dirais.
Même si au final la troisième, c'est plus une petite conclusion. Il appelle ça, plutôt que d'appeler ça des chapitres, des livres. Le premier livre, c'est surtout celui sur lequel ils ont débattu dans les médias. Alors c'est assez particulier puisque ce livre se veut la suite d'un livre qui portait quasiment le même nom, Utopia, sorti en 1516. Donc il y a 500 ans, quasiment tout pile. Et donc ce livre se veut la suite de Utopia de Thomas More, qui à l'époque déjà était un dialogue entre une personne réelle et un personnage imaginaire qui... alors, j'ai pas encore lu ce livre-là, hein, mais c'est un peu l'idée. Qui serait donc une discussion entre une personne qui vit sur une île qui n'existe pas, et une personne qui vit dans notre monde, on va dire. Et cette île décrirait des choses donc qui n'existent pas encore au moment où le livre est écrit, mais qui est censé décrire un futur qui pourrait se produire. C'est en quelque sorte le rêve, le monde idéal de l'auteur. Et d'après ce qui est dit, alors peut-être qu'un de ces quatre, je vous ferai le résumé de Utopia, mais d'après ce qui est écrit, beaucoup des propositions, des choses décrites par Thomas More dans Utopia se sont réalisées finalement. Alors évidemment, c'était pas décrit sous le nom que ça porte aujourd'hui, mais il y décrivait la sécurité sociale, les hôpitaux et nombre de choses qui font aujourd'hui partie de notre quotidien et qui à l'époque paraissaient complètement irréalistes. Alors idem pour le temps de travail, hein. Alors je sais plus exactement, mais c'est pas 35 heures, mais à l'époque les gens passaient leur vie à travailler et ils décrivaient, je crois que c'était quelque chose comme 30 heures ou 32 heures de temps de travail. Donc ça paraissait complètement dingue à l'époque, évidemment, quand on travaille toute la journée, qu'on passe sa vie à faire ça, il devait se dire, c'est qui ce malade ? Enfin voilà. Donc le premier chapitre reprend ce même principe. Et on a donc Émeric Caron qui discute avec son personnage imaginaire. Et le personnage imaginaire explique à Émeric Caron qu'est-ce qui a changé depuis l'ouvrage de Thomas More. Comment l'île est devenue. Et du coup on se retrouve avec une île qui a plus d'avance sur notre monde, puisqu'il s'agit du rêve d'Émeric Caron. On va appeler ça comme ça. Donc ça c'est le premier livre. Mais en fait il compose pas du tout l'entièreté de l'ouvrage. Contrairement à ce que on pourrait croire en écoutant les chroniques qui ont été faites sur le livre. Le deuxième livre, c'est une critique de la situation de notre pays et de la société et du monde en général, la manière dont il fonctionne. Et en même temps, c'est les propositions d'Émeric Caron, la manière dont il aimerait que les choses fonctionnent, dont les choses fonctionnent. Voilà. Donc des propositions qu'il nomme utopiques. Alors utopiques qui sont à la fois évidemment le sens que tout le monde connaît, qui est l'irréalisme, quelque chose qui n'est pas faisable, mais en même temps le deuxième sens de l'utopie qui est un projet politique novateur qui n'a encore jamais été appliqué. Et évidemment son livre se veut plutôt sur cette deuxième définition. Et le troisième livre, donc je le disais, qui est une conclusion, mais au final il y a une vraie scission entre le premier livre et les deux autres. Donc l'avis que je pourrais vous donner sur ce livre, vraiment c'est le meilleur livre que je pourrais vous conseiller. J'ai été enthousiasmé en le lisant. C'est pas une idée révolutionnaire puisque ça a déjà été fait. Il l'a repompé sur quelqu'un. Alors l'idée révolutionnaire finalement c'est de faire la suite et de reprendre le livre de quelqu'un d'autre pour se dire tiens je vais refaire la même chose mais à notre époque.
Mais vraiment, c'est un super bouquin. Je me suis jamais ennuyé en le lisant, quasiment jamais. Euh, bon, j'en parlerai un peu dans les points négatifs, si tant est que je puisse trouver des points négatifs. Mais vraiment très intéressant quand on aime apprendre des choses. C'est un livre génial. Ce qui m'a plu, alors je vous le disais, quasiment tout. Honnêtement, 90% du livre, c'est vraiment passionnant. On a la vision qu'expose Émeric Caron de ce qu'il aimerait. Alors parfois très à contresens de la société dans laquelle on vit. Enfin, c'est en train de changer, mais voilà, pour citer quelques exemples, il est anti-mariage, il voudrait une liberté sexuelle absolue, la possibilité de changer de partenaire en permanence sans se prendre la tête avec des considérations religieuses. Alors il est, si je puis dire, anti-nation ou anti-patriotisme. Hein. Émeric Caron, c'est un humaniste et il a même il a même produit un néologisme pour se définir. Il se définit comme anhumaniste, je crois, il intègre les animaux dans la sphère dans sa sphère de considération. Et donc, il a un chapitre, je vous en parlerai un peu sur sa vision du patriotisme. Il est évidemment anti-régime alimentaire carné, puisque c'est quelqu'un qui considère que les autres animaux, puisque nous faisons partie des animaux, les autres animaux non humains donc, sont très importants, et évidemment la société qu'il préconise ne se nourrit pas d'animaux. On est plutôt sur un régime végétalisé. Alors si vous êtes végétarien ou vegan ou que vous pensez le devenir, sachez que les livres d'Émeric Caron sont faits pour vous. Voilà, donc ce qu'il y a de bien aussi dans ce bouquin, c'est que ça fourmille de références. Tout ce qu'il avance est sourcé. Il y a toujours une référence en dessous pour dire voilà d'où ça vient, voilà sur quoi j'avance, ce que je propose, enfin en tout cas ce que j'avance sur ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Donc c'est là qu'on sent que c'est un travail journalistique en fait. Il déconstruit beaucoup de choses qui sont des stéréotypes, qui sont énoncés comme des stéréotypes, ou des vérités qui sont énoncées en fait en permanence dans les médias, comme par exemple la dette publique, qui est annoncée comme dramatique généralement. Clairement, on est plus intelligent après avoir lu ce livre, si je puis utiliser un terme comme ça. En tout cas, on a plus de culture générale et on voit le monde d'une façon peut-être un peu plus différente. C'est un constat accablant sur la manière dont notre monde fonctionne, avec des propositions pour améliorer les choses. Pourquoi vous avez plus de connaissances après avoir lu ce livre ? Parce qu'en fait, ça explique des tas de mécanismes et de concepts à la fois politiques, économiques, financiers. On a un chapitre en ce qui concerne la politique, sur la différence entre des termes qu'on entend dans les médias, mais dont on ne connaît pas exactement ce que ça veut dire spontanément, le libéralisme, être libertaire, vraiment faire des différences entre la gauche, la droite, ce genre de choses. Des concepts économiques. Là, on va nous parler de la création de la monnaie, des banques. Il y a beaucoup de choses. Et puis, alors, ce qu'on peut aussi apprécier, c'est aussi que les animaux et le véganisme, c'est qu'une partie de ce livre et du monde idéal qu'il décrit. Hein. C'est pas un livre centré sur les animaux. Il y a d'autres livres pour ça. Mais ce n'est qu'un passage en fait. Si je devais parler de ce qui m'a déplu, mais honnêtement c'est vraiment pour chipoter. Hein. Enfin, peut-être pas sur le premier argument. Bah justement, je vous en parlais rapidement, c'est... alors je vous ai dit que 90% du livre était génial, que j'avais trouvé ça passionnant.
Les 10% où vraiment j'ai avancé en raclant les dents parce que c'était compliqué, c'est le passage justement sur la création de la monnaie, le fonctionnement de l'économie. Parce que c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est très technique. Alors c'est un passage que j'ai dû me reprendre pour le comprendre peut-être. J'ai dû m'y reprendre en fait à 2 fois pour le lire et me dire ah oui c'est ça qu'il veut dire. Donc c'est vachement technique, mais c'est très minoritaire dans le livre. Mais en même temps, pour exposer sa vision du monde, il doit en passer par là et il doit expliquer ce qu'il considère comme aberrant dans le système dans lequel on vit en fait. Voilà, comme par exemple le principe que les banques se font de l'argent en prêtant en fait, et que ça peut amener à des catastrophes, comme ce qui s'est passé avec la crise des subprimes, en partie. Après j'ai plus tout en tête, mais ça doit être un peu dans l'idée là. Il y a des passages qui m'ont moins passionné aussi, ça concerne. Alors il fait référence à des films. on a des références très intellectuelles à des philosophes, voilà certaines personnes. Mais on a aussi des références. Alors dans les médias ils en ont parlé, hein, comme le film Flashdance. Alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était plus simple. Les médias ont beaucoup. Enfin, en tout cas, pas mal d'émissions, lorsque Émeric Caron est passé faire la promo de son livre, se sont arrêtées sur ce passage. Et au final, quand j'ai lu le passage, je me suis dit, bah, c'est clairement pas du tout le truc le plus intéressant du livre. Ils ont pris ça, genre, je sais pas si c'était pour dénigrer le livre ou pour dire, voilà, il est pas si compliqué que ça, mais bref, j'étais un peu déçu de ça. Mais là, vraiment, c'est pour chipoter. Et ce qui m'a déplu aussi quelque part, c'est que le livre prenne fin, parce que vraiment c'est d'une haute qualité et parfois ça m'arrive comme ça, je choisis un livre, là c'est le cas avec Émeric Caron, je me dis c'est un super bouquin, c'est vraiment génial et ça donne envie en fait d'aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa bibliographie, parce que vraiment c'est de qualité quoi. Donc c'est dommage que ça prenne fin, en espérant que ces autres livres soient tout aussi passionnants. Donc voilà, le livre peut vous apporter énormément de choses. La possibilité évidemment d'envisager un autre monde. C'est très complet, c'est sourcé comme je vous ai dit, donc si vous n'avez pas confiance en quelque chose, vous allez prendre la source et vous allez vérifier. Et ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, on peut même se demander si c'est pas un programme politique. Parce que il a créé donc le rêve. En tout cas, il a fait partie de ceux qui ont créé le rêve, le Rassemblement des écologistes pour le vivant. Et alors après, il faudrait comparer avec le programme de ce parti qui d'après ce que je sais va se présenter aux élections européennes, mais on peut se demander finalement si le livre d'Émeric Caron c'est pas le programme qu'il aimerait mettre en place sur la France en fait. Si je devais vous parler donc des moments marquants de ce livre, le problème c'est que il y en a tellement que je pourrais vous lire la moitié du livre et puis la vidéo durerait des plombes. Mais je vais m'arrêter sur quelques passages quand même. Alors, on a un passage, donc je vous en avais un petit peu parlé tout à l'heure, hein, le passage qui parle de la nation, du patriotisme. Alors, je vais vous en lire un morceau. Ah oui, ça me permet d'ailleurs de dire que le livre est organisé, donc je vous l'ai dit, en 3 livres. Il appelle ça des livres, mais également en plusieurs chapitres, où il déconstruit finalement tout ce qui ne va pas dans ce pays ou dans cette société. Et à chaque fois, il nomme ça le mensonge. D'ailleurs, le livre 2 s'appelle Mensonge. Donc vous avez le mensonge de la démocratie, le mensonge du travail,
le mensonge de l'argent, le mensonge du terrorisme, le mensonge de la nation, dont je vais vous lire un passage, le mensonge de la liberté, le mensonge de l'égalité, le mensonge de la fraternité. Donc il passe au Karcher vraiment énormément de choses, mais tout en faisant des propositions pour améliorer les choses. Donc c'est là où je vous dis que ça fait un peu programme politique. Et donc un des moments du livre dont je vais vous parler, qui va vraiment pour le coup à contresens de la société. Donc voici ce qu'il dit dans le chapitre Le mensonge de la nation. Je n'aime pas la France. Je ne la déteste pas non plus. En fait, elle m'inspire une indifférence polie qui ne m'empêche pas de reconnaître la beauté de ses forêts, de ses littoraux et de ses montagnes. Je sais apprécier ses monuments élégants et ses rues chargées d'histoire. Mais ce n'est pas pour autant que je la vénère. Il existe dans le monde des endroits plus agréables à vivre et des populations plus ouvertes d'esprit. La France est un pays de râleurs, de prétentieux, de donneurs de leçons, d'héritiers, de nucléaristes, de chasseurs, de bouffeurs de viande, de chauffards, de délateurs, de monarchistes, de faiseurs de bruit, de collaborationnistes ou de magouilleurs. Et de magouilleurs. Je connais d'autres endroits sur la planète où je préférerais vivre. Mon pays est assurément ailleurs. Il est partout et nulle part. Mon pays est un endroit que l'on n'a pas découvert, un non-lieu, et là le problème c'est qu'il y a une langue étrangère. Je ne sais pas dans quel caractère c'est écrit, donc je ne peux pas vous dire ce qui est écrit, un quelque chose. Probablement une utopie. Donc je continue ma lecture. Je mesure combien ces lignes sont audacieuses en ces temps où nous sommes tous priés de clamer notre chauvinisme. Si ma peau n'était pas si blanche et si je ne pouvais revendiquer des ancêtres européens et chrétiens depuis plusieurs générations, je pourrais être suspecté d'accointance terroriste. En ce début du XXIe siècle, il n'est recommandé à aucun Français d'écrire que le drapeau bleu-blanc-rouge et la Marseillaise ne lui procurent aucune émotion particulière. C'est pourtant mon cas. Ma patrie est celle du peuple animal sensible, indifférente aux frontières, aux nationalités, aux religions, à la couleur de peau ou à l'espèce. Je suis donc ringard, puisque la mode est au patriotisme. Ce sentiment vulgaire, générateur de bêtises et de guerre, écoutez-les, raides comme des piquets, la main sur le cœur. Tous, ils s'affirment patriotes, et même plus patriotes que les autres. À l'extrême droite, bien sûr, mais aussi à la droite, moins à droite, au centre, à gauche, et à la gauche de la gauche. Nous sommes les vrais patriotes dans cette salle, hurla ainsi Macron en meeting à Marseille, 3 semaines avant le premier tour de la présidentielle 2017, avant d'ajouter qu'être patriote, c'est pas la gauche qui s'est rétrécie sur ses utopies. Quel rapport entre le patriotisme et l'utopie ? Le jeune Macron suggère sans doute qu'il serait irréaliste de militer pour un modèle politique qui néglige la notion de nation et qui promeut la tolérance culturelle la plus large possible. C'est en tout cas comme cela que je l'entends. Mais tous ceux qui mettent à l'honneur le patriotisme, savent-ils réellement ce qu'ils veulent dire ? Je n'en suis pas sûr. C'est le moment d'aller chercher Robert. Donc je m'arrête là pour ce passage. Robert, ceci, voilà, donc je vous disais, c'est sourcé. Rien que là, dans ce que je viens de vous lire, il y avait déjà 2 ou 3 références. Et puis là, on en arrive où carrément il va chercher la définition des choses pour décortiquer, pour dire ah bah tiens, en fait, c'est du vent. Ou alors il y a un autre passage aussi comme ça où il fait un tweet sur Rihanna et il est critiqué par des gens. Alors peut-être que vous avez entendu parler de ce passage. Moi, personnellement, j'en avais pas eu connaissance. C'est assez drôle. Donc voilà, on a ce passage-là qui est loin d'être fini. Ça continue encore et encore. C'est très passionnant. Voilà. On a un autre passage. Alors celui-là est situé plus vers le début. Et vraiment... donc là, je vais... Idem, je vais vous lire... je vais vous lire la chose. Ça se situe au départ. Et vraiment, ça vaut la peine. Alors, voici ce passage, situé dans l'introduction. Après avoir été inventé par Thomas More, le mot utopie est devenu un nom commun qui revêt désormais 2 sens. Il désigne soit un projet politique inédit, soit une idée qui refuse de tenir compte de la réalité. Or, c'est cette dernière acception qui s'est imposée dans le langage courant. L'utopiste est généralement identifié comme un extravagant, un lunaire, un inadapté, un inefficace, un amateur de chimères, un type qui vit dans son monde, sympathique certes, mais à la ramasse.
Le socialisme démocratique, cette grande utopie des dernières générations, écrit par exemple l'économiste ultralibéral Friedrich Hayek, né en 1899, mort en 1992, donc dès 1946, pour discréditer toute tentative d'organisation économique cherchant à atténuer les inégalités et à promouvoir la solidarité. Or, l'histoire nous enseigne que les rêveurs politiques sont au contraire ceux qui ont permis à l'espèce humaine de tendre vers le meilleur d'elle-même en gommant certaines de ses laideurs. Et que, contrairement à l'idée reçue, celui que l'on désigne comme un utopiste appréhende très souvent le monde avec plus de clairvoyance que ses contemporains. Il identifie avant les autres un dysfonctionnement profond et s'évertue ensuite à le faire comprendre à la majorité. L'utopiste s'autorise à voir le monde tel qu'il est vraiment, afin de pouvoir le changer. Ainsi, l'antispéciste, qui réclame pour tous les animaux non humains sensibles le droit de ne pas être tués, emprisonnés, torturés ou vendus, est profondément ancré dans la réalité. Il demande à la société d'accepter les vérités scientifiques sur l'intelligence et la sensibilité animale. Il exige que nos lois reconnaissent et tirent les conclusions de notre proximité génétique avec les espèces que nous avons réduites en esclavage et que nous exterminons. Tous les progrès sociaux de l'humanité et nombre de progrès scientifiques sont le fruit d'utopistes qui ont montré le chemin. Ce sont des hommes et des femmes que l'on a moqués, marginalisés, emprisonnés, assassinés pour avoir osé remettre en cause l'ordre établi en pointant ses aberrations ou sa stupidité. Tant qu'il est seul ou presque, l'utopiste est rangé dans la catégorie des fous ou des marginaux. Mais un jour, ses idées infusent et la vérité se modifie. Le Guignol était en fait un visionnaire, et son nom fait son entrée dans les encyclopédies. Platon, Montaigne, Bartholomé de Las Casas, Anthony Benezet, James Ramsay, Thomas Clarkson, William Wilberforce, Montesquieu, Condorcet, Voltaire, Robert Owen, Victor Schœlcher, Olympe de Gouges, Lydia Becker, Hubertine Auclair, John Stuart Mill, Henri David Thoreau, Bertrand Russell, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, mais aussi Toussaint Louverture, Nelson Mandela, Martin Luther King, Marcus Garvey, Harvey Milk, Peter Singer, Jane Goodall, Théodore Monod, Henri Grouès et tant d'autres. Nommez les rebelles et les penseurs qui ont osé dénoncer une discrimination acceptée de presque tous. Ce sont les porte-drapeaux d'une utopie nécessaire dont s'est toujours nourrie l'humanité pour avancer. Repensez à ces précurseurs qui ont choisi de combattre l'iniquité des traitements réservés aux esclaves, aux noirs, aux femmes, aux homosexuels ou aux animaux non humains. Des fous ? Tout le contraire. Ils dénonçaient justement la démence qui pousse les humains à mépriser une partie de leurs semblables. Toute idée qui chamboule les certitudes sur l'organisation de notre destin commun est une utopie en tant qu'espoir d'un mieux. Mais ce n'est pas pour autant un délire. Martin Luther King a fait un rêve. Mais ce rêve reposait sur une vérité incontestable, celle de l'égalité naturelle entre tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau. Contrairement à l'idée traditionnellement véhiculée, cette utopie n'a donc rien de naïf. Elle se caractérise par une clairvoyance supplémentaire et une meilleure préhension du réel. En moquant cet utopisme, on dénigre par ailleurs l'imagination. Or, attaquer l'imagination, c'est attaquer ce qui nous rend humains, et c'est oublier un peu vite que l'imaginaire mène au réel. Sinon, nous habiterions toujours au milieu des forêts en frottant des silex pour nous chauffer. La science, l'art et même la politique sont des épreuves de traduction et d'anticipation. Où serions-nous aujourd'hui sans tous les rêveurs qui nous ont guidés et qui ont su nous élever à nous-mêmes ? Qui aurait cru il y a 1000 ans que nous volerions un jour dans les airs et que nous irions marcher sur la Lune ? Qui pensait sérieusement il y a 3 siècles que l'esclavage serait officiellement aboli partout dans le monde et qu'un noir deviendrait président des États-Unis ? Combien croyaient il y a 1 siècle en France que les femmes auraient le droit de vote et de se présenter à des élections, que 2 personnes de même sexe obtiendraient le droit de se marier, que nous inventerions la sécurité sociale et l'assurance chômage, que nous trierions nos déchets en différentes poubelles pour les recycler? Qui aurait pu imaginer qu'un mouvement d'ampleur mondiale pour les droits des animaux allait voir le jour? Donc voilà pour ce passage qui a pris un petit peu de temps, mais j'espère que vous avez pu l'apprécier. Alors c'est marrant la dernière phrase qu'il cite dans ce passage-là. Qui aurait pu imaginer qu'un mouvement d'ampleur mondiale pour les droits des animaux allait voir le jour? Je me demande toujours de quoi il parle. Enfin, est-ce qu'il parle de quelque chose de général ou alors est-ce qu'il parle d'une association ou d'un parti qui est en train de se monter? Alors je me suis demandé, est-ce qu'il parle de L214? Est-ce qu'il parle du parti animaliste qui existait à l'époque? Est-ce qu'il parle
de son futur parti, le Rassemblement des écologistes pour le vivant. Je sais pas trop. Bon, j'aurais tendance à penser que c'est quelque chose de général, puisqu'il parle d'une ampleur mondiale. C'est peut-être cette famille politique, puisqu'on a aussi un parti qui défend les animaux aux Pays-Bas. Je ne sais pas. Enfin voilà, c'est un passage qui m'a marqué. Voilà, je pourrais citer aussi sa vision du monde du travail, où lorsqu'il décortique le prix de son livre, qui est par ailleurs de 21,09 €. Voilà, donc très très clairement, c'est un livre que je vous conseille, même si c'est pas l'idéologie dont vous vous sentez proche, ça vous fera réfléchir sur le monde, sur la façon dont il fonctionne. Et ça peut que vous apporter, comment dire, peut-être pas de l'eau à votre moulin, mais ça peut que vous apporter des arguments ou des contre-arguments, ou en tout cas une réflexion sur la société. Vous en sortirez que enrichi. Donc vraiment, je vous le conseille. Si vous avez un seul livre à ouvrir ou à acheter, même si vous en lisez que des passages, c'est celui-là. Et clairement, pour faire une confidence, moi je me suis dit que si j'avais un bouquin à conseiller à mes enfants plus tard, ce serait celui-là. Voilà, donc je vais terminer par la note. J'ai longtemps hésité. Alors je me suis dit 19. Et puis finalement, honnêtement, je mets 20 sur 20. Parce que si je mets pas 20 là, à mon sens, je le mettrai jamais. Donc je peux que vous encourager à mettre la tête dans ce livre. Donc Utopia 21 d'Émeric Caron. C'est un souffle d'air frais, si je puis dire. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce livre. Si ça vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et abonnez-vous. Voilà, salut!